Bonsoir, Cheikh Bentounès. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, j'aimerais, avant de commencer, vous présenter un petit peu, parce que même si vous êtes plus que célèbre de par le monde, vous n'êtes pas encore pleinement connu du monde des médiateurs, et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe que je souhaitais dépasser ce soir. Alors, qu'est-ce qui vous rend à la fois si célèbre et si proche de nous, artisan de la paix? Cheikh Bentounès, vous êtes donc un homme de paix et de dialogue. Leader spirituel de la voie soufie, Alaouia, vous êtes le créateur de l'association Terre d'Europe, qui est un trait d'union entre l'islam et le monde occidental afin de favoriser un dialogue de paix et de réconciliation. Vous êtes aussi l'initiateur du colloque international pour un islam de paix. Je ne vais pas tout citer, je retiens simplement les grands traits qui vont certainement intéresser les personnes qui nous ont rejoints. Vous êtes fondateur de l'association Aïssa ONG, qui a pour vocation principale d'œuvrer à l'émergence d'une société du mieux vivre ensemble, à travers la réconciliation de la famille humaine. Et ce terme famille humaine, j'imagine, qui va résonner dans tous les médiateurs qui vont vous suivre ce soir. Vous êtes appuyé sur un héritage à la fois spirituel et humaniste millénaire qui éclaire notre vision et qui réconcilie donc la famille humaine et qui favorise la fraternité mondiale. Et à ce titre, vous avez créé la Journée internationale du vivre ensemble en paix depuis 2017, donc ça fait déjà 4 ans. Et cette journée, elle vient de voir éclore la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix avec l'ONU, ce qui est quand même pas rien. On voit donc que vous êtes tout à la fois un homme de médiation, vous êtes écrivain, pédagogue, conférencier, acteur du dialogue interreligieux et de l'égalité homme-femme, et vous parcourez le monde en messager de paix. Vous êtes en quelque sorte le super-héros de tous les médiateurs que nous sommes. Et vous êtes fait le témoin d'une culture de la fraternité, soucieuse d'unir les efforts des uns et des autres afin de dégager un dénominateur commun, on verra lequel, nourri par des valeurs universelles partagées. Et je sais que ce n'est pas toujours évident pour les personnes qu'on peut avoir aussi en formation de croire à ces valeurs universelles partagées. C'est pour ça que je trouvais ça très précieux avec, bien évidemment, le SEMA et l'AMH. Nous trouvions ça très précieux et nous trouvions que c'était un immense honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui parmi nous pour nous partager votre expérience. Donc, un immense merci, Cheikh Bentounès. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de la fameuse déclaration? Nous, en France, on connaît bien la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a fait un peu le tour du monde. Mais il y a maintenant cette Déclaration universelle du vivre ensemble en paix, ce qui laisse entendre que peut-être tout n'avait pas été dit à travers cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Déclaration universelle du vivre ensemble en paix que vous venez, Cheikh Bentounès, de promouvoir le 16 mai dernier, donc c'est tout neuf, avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? Merci, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez mis sur un piédestal qui, je vous remercie, mais qui ne me va pas. Moi, je suis un homme simple et comme vous l'avez rappelé, j'essaye dans la mesure du possible d'être un homme de lien. Parce que nous sommes tous, qu'on le veuille ou pas, raccordés par quelque chose de physique et à notre naissance, au départ, nous sommes raccrochés à nos mères par le cordon ombilical. Et si on remonte de génération en génération, on voit que tous les êtres qui ont peuplé cette terre ont été raccrochés quelque part, liés les uns aux autres, à leur mère qui elles-mêmes sont liées à leur mère. Et on voit que l'humanité tout entière n'est en fait qu'une grande famille, cousins, neveux, frères, sœurs, amis, ennemis, mais nous sommes quand même tous reliés à cette même réalité qui s'appelle l'humanité. L'humanité, c'est un état d'être.
c'est un état qui se vit. Et il est au cœur même de notre conscience. Nous naissons tous comme des hommes et des femmes, mais l'humanité, c'est un état d'être. Il faut en prendre connaissance, il faut le découvrir en nous, il faut découvrir cette réalité cachée en nous. Et cette déclaration universelle du vivre ensemble en paix vient nous rappeler cela. Elle nous dit, nous sommes tous de la même famille. Et que pour le bien de tout un chacun, surtout après cette épreuve que nous avons tous subie, cette épreuve de cette pandémie du Covid-19, qui a touché les pauvres et les riches, qui a touché les parents et les grands-parents, les petits-enfants, donc un monde de séparation qui a arrêté l'économie mondiale. Il est temps qu'aujourd'hui, nous prenons conscience de cette réalité à laquelle nous appartenons et qui s'appelle humanité. Le chacun pour soi, aujourd'hui, cette culture du je moi ou du je tu, il faut quelque part chercher un remède à guérir, à nous guérir de cet égoïsme qui nous enferme dans un système que tout le monde aujourd'hui sait qui nous conduit tous vers une plus grande catastrophe. Les mers sont polluées, l'air est pollué, la terre, comme disait un président de la République française, nos maisons brûlent et nous regardons ailleurs. La terre, partout. Vous avez parlé du Canada aujourd'hui et de l'Ouest américain, mais c'est partout. C'est partout qu'il y a des clignotants qui nous interpellent et qui nous appellent à la prudence. La fonte des glaciers, le réchauffement climatique, la disparition des espèces. Jusqu'à quand cette humanité en nous ne prend pas le dessus sur cet égoïsme qui nous enferme et qui est stérile? Parce qu'il ne donne que des fausses solutions. Nous essayons de dénuer les problèmes, mais nous en créons d'autres. Et nous les léguons malheureusement à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il est temps que chacun puisse, dans un cercle et pas dans un système pyramidal, puisse donner le meilleur de lui-même et recevoir ce qu'il a droit en tant qu'être humain. Et c'est cette déclaration est quelque chose qui nous interroge et nous demande, est-ce qu'on a encore en nous une part d'humanité? Laissez cette part d'humanité s'exprimer et dire, nous désirons tous, pour chacun d'entre nous, pour nos enfants, pour les générations à venir, un vivre ensemble en paix, pour construire l'avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Apprenons à nos enfants à débattre et non à se battre. Et donnons la chance à la paix. Vous savez que les conflits armés aujourd'hui coûtent à l'humanité 13% de l'économie mondiale. 17 000 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres des Nations Unies. C'est un chiffre astronomique. Avec peut-être le quart ou le tiers de ces dépenses pour s'entretuer les uns les autres, nous avons la possibilité de reconstruire des liens sociaux, des liens économiques, des liens de coopération, des liens de fraternité, des liens de justice, etc., etc. Et le monde pourra, si on le souhaite et s'il y a une volonté en nous, le monde pourra, peut-être il ne faut pas rêver, il ne faut pas dire que tout, on va changer la face de la Terre,
mais au moins donner une chance à la paix, donner une chance au vivre ensemble. Et ça repose sur l'éducation. Comment éduquer l'être humain très tôt et très jeune à la culture du nous. Dire, apprendre à un enfant à dire notre terre, au lieu de dire ma terre, c'est différent. Ma ville ou notre ville, c'est différent. Mon père ou ma mère, si je dis notre mère ou notre père parce que je la partage avec mes frères et sœurs, c'est différent. Donc, la conscience se nourrit de choses simples. Et en lui donnant la chance à cette éducation, en l'intégrant dans les cursus, en lui donnant une pédagogie et en faisant qu'elle soit le socle sur lequel un enfant, la vision d'un enfant, de lui-même et des autres, puisse se construire dans un monde de diversité, de respect, de pluralité, parce que c'est une richesse, au lieu de l'enfermer dans des concepts, dans des idéologies, dans une religiosité qui l'enferme et lui donne une identité, je dirais, lourde à porter. Il lui donne une identité meurtrière, quelque part. Les identités meurtrières dont parle Amin Malouf. Voilà, le très, très célèbre livre que j'aime beaucoup et que je lis souvent, qui nous rappelle ces notions. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous allouons des sommes astronomiques à, par exemple, l'espace? C'est très intéressant. C'est très intéressant d'aller sur Mars ou demain sur d'autres planètes. Mais comment peut-on oublier que nous sommes dans un vaisseau qui s'appelle Terre, qui est en train de se dégrader jour après jour? C'est pas à travers des générations, mais c'est aujourd'hui, on constate une dégradation en une génération. Il y a des pertes énormes qui se passent. Donc la dégradation, elle est là devant nous. Les océans sont pleins de particules de plastique que ingurgitent les poissons, et ces poissons sont avec lesquels on se nourrit et on nourrit nos enfants. C'est d'une absurdité totale. Nous investissons des milliards pour juste aller sur une autre planète qui, après tout, ne contient pas la vie, ça on le sait, et nous délaissons une terre qui est un paradis, qui est le paradis. Ce n'est pas un paradis, c'est le paradis du vivant. Donc, c'est cet appel constant à revenir vers les fondamentaux sur lesquels se construit la société humaine. La société humaine est un corps dont tous les peuples et les nations sont des membres, à part égale, à dignité égale. Chacun de nous est une cellule de ce corps qui s'appelle l'humanité. Et son bien-être dépend du bien-être des corps, du corps dans lequel il s'inscrit. Donc, c'est cette conscience, c'est interpeller la conscience, c'est d'aller et de nous interroger au profond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on souhaite pour nous, qu'est-ce qu'on souhaite pour nos proches et qu'est-ce qu'on souhaite pour le tout autre. Le tout autre, y compris les hommes, y compris la nature. Et là, la question se pose sur notre économie. Est-ce que c'est une économie basée sur le bien-être ou c'est une économie basée sur le profit? Là, il y a un choix. Et le vivre ensemble en paix vient nous donner cette possibilité de choisir, de dire, ben non, nous voulons vivre dans une humanité, une terre, un pays, une ville,
un village où le bien-être passe avant l'argent, avant le profit. Les profits ne sont pas interdits, mais il faut les mesurer, leur donner un moyen de les quantifier, de dire est-ce que ces profits ne vont pas être le moyen de détruire plus que nourrir le vivant. Voilà un petit peu le résumé de cet appel. C'est un appel. Maintenant, il sera entendu ou pas, mais au moins, il aura été proposé à tous les citoyennes, à tous les citoyens, aux élus, aux responsables, aux religieux. Et je pense que, on espère, moi je garde toujours cet espoir que l'humanité est toujours vivante en nous et que cet appel sera entendu. Et si ce n'est pas pour notre génération, eh ben, ça sera la génération suivante. Donc cet appel au vivre ensemble en paix, de prime abord, on peut avoir l'impression que c'est une évidence et que, bien évidemment, naturellement, les êtres humains aspirent à vivre en paix. Simplement, dans le vivre ensemble en paix, il y a le ensemble. Alors, il y a une certaine culture de l'Ubuntu. Nous sommes, donc je suis. Donc, je ne peux pas exister si je n'appartiens pas à un ensemble. Après, on ne va pas forcément avoir la même vision de cet ensemble, à travers notamment les identités meurtrières. Je peux considérer que vivre ensemble, oui, avec mes très proches, mais pas nécessairement avec les autres et encore moins avec ceux avec qui je suis en conflit. Donc, il y a à la fois quelque chose d'évident dans cette déclaration et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu subversif parce qu'à vous écouter, j'entends une critique de l'économie néolibérale inspirée de l'école de Chicago, l'économie, non pas la critique, où on aurait une économie du profit, ce que Aristote lui-même critiquait à travers la notion de crématistique, lorsque l'argent sert à l'argent et non pas l'argent n'est qu'un moyen pour la vie, pour le bien-être. Donc ça fait déjà 2500 ans qu'on l'a critiqué, mais souvent on oublie les Grecs, ce qui est un petit peu dommage. Donc, il y a une critique de l'économie. À vous entendre quand on parle du nous, notre terre, j'ai Proudhon qui résonne en moi avec la propriété, c'est le vol. Donc, comment aller à l'encontre de cette propriété qui était le seul souci qu'on a eu lorsqu'on a remis en cause l'esclavagisme? On a dédouané non pas les esclaves, mais les propriétaires. Donc, on a une certaine, je ne sais pas si c'est une économie bourgeoise, mais c'est quelque chose, c'est un principe très, très fort. Oui. C'est mon bien, c'est à moi, c'est ma propriété. Comment est-ce qu'on peut, c'est très subversif ce que vous dites et en même temps, moi j'adore. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que ça paraît fou. Oui, c'est vrai, ça paraît fou, mais et c'est là où je dis, avec le système que nous avons, ce système pyramidal, et où le sommet, l'élite, elle est à la fois le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir de distribuer et de conditionner forcément la distribution de ces richesses tout en préservant le système pyramidal. D'ailleurs, on dit l'échelle pyramidale. Donc, il faut bien monter. Et pour monter, ben, il faut prendre la place de quelqu'un d'autre. Et on se sortira. Ça, c'est le raisonnement à travers ce système pyramidal. Mais on sait que ce système pyramidal ne pourra plus fonctionner avec une humanité de plus de 7 milliards et demi et peut-être plus pour demain. Et qu'il faudra revenir à un système beaucoup plus apaisé, beaucoup plus à la portée de tous, c'est le système du cercle. Ce système du cercle qui se caractérise par la qualité et les vertus. Si on remplace aujourd'hui chez l'être humain
cette notion de prédation, parce que la propriété vient que nous avons envie d'avoir, et mon avoir, je le laisse au mien, après moi, etc. Donc, cette notion de prédation qui est ancienne, qui est très ancienne, l'être humain est le dernier maillon de la chaîne de la création. Ses origines sont animales. L'agressivité, elle est en nous. L'avoir, il est en nous. Le possessif, il est en nous. Donc, comment se guérir de ce mal? C'est pas un mal en tant que soi, parce qu'il a permis à l'humanité d'exister. Il l'a protégé à des moments ou à un temps dans son histoire pour ne pas être anéanti, parce que l'homme était le plus faible du maillon. Il y avait des animaux plus gros que nous, plus rapides que nous, plus forts que nous. Il y a même des virus qui pouvaient détruire l'humanité. Et là, toute notre histoire nous montre que nos origines, que ce soit le minéral, le végétal ou l'animal, sont inscrites en nous. Et un arbre aussi, il va pousser là où il y a l'humidité, là où il y a l'eau. Il va se protéger des vents en poussant de telle façon pour faire face au vent. Il va chercher des terres plus arables que d'autres. Donc tout ça, c'est dans nos gènes. Mais il y a quelque chose de plus, c'est la conscience. D'abord, un être humain, c'est pas sa couleur qui le détermine. C'est pas sa religion, c'est pas sa nationalité, c'est d'abord sa conscience. Et le vivre ensemble en paix, il vient pour la conscience. Il dit, qui êtes-vous avant d'être noir, blanc, ceci ou cela, ou croyant ou pas croyant, au niveau de votre conscience? Quelle est la valeur que vous accordez à vous-même au niveau de la conscience? Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vivez et que vous investissez? Ces valeurs, elles sont quoi? Parce que la vie, c'est un don. Personne de nous, tous ceux qui sont présents ce soir avec nous, personne n'a décidé de naître un jour sur Terre, d'une mère et d'un père, qui soit africain ou asiatique ou américain ou français ou je ne sais quoi. Nous n'avons pas, c'est un don. La vie nous a été donnée. Mais comment, une fois qu'on a reçu ce don de la vie, alors il nous reste à la construire. Cette vie, on l'a construite avec des valeurs. Si ces valeurs sont des valeurs de prédation, c'est-à-dire que c'est le plus malin qui gagne, le plus fourbe qui gagne, le plus fort qui gagne. Donc, c'est ce qu'on, en tous les cas, est sous-entendu dans tout le système qui gère aujourd'hui notre façon de vivre et notre façon notre prospérité repose sur des critères de valeur qui sont pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup négatifs. Donc, il y a la vie qui est un don, et il y a de l'autre côté comment j'appellerais ça, le mot, je ne le trouve pas. L'existence, notre existence. La vie, je la reçois. Mais mon existence, c'est moi. Et moi seul qui en est responsable. Je peux en faire ce que je veux. Je peux la bâtir sur des valeurs à la fois verticales et horizontales. C'est-à-dire des valeurs verticales, c'est de donner du sens à ma vie, de lui donner du sens. Vous savez, comme les bateaux,
Les bateaux, quand ils quittent un port, ils ont un cap. Ils savent, et tant qu'ils gardent le cap, ils savent que chaque minute qui passe, ils s'approchent de la destination. Mais si ce cap, chacun de nous, il y a ceux qui cherchent les honneurs, il y a ceux qui cherchent l'argent, il y a ceux qui cherchent le pouvoir. Il y a. Donc, c'est dans cette vision de valeur qu'il faut travailler, qu'il faut éduquer et qu'il faut donner la chance à nos enfants pour qu'ils puissent peut-être trouver ce moyen, cette énergie qui est dans la paix. Parce que la paix, il y a un conflit, on fait la paix, on signe un protocole d'accord. Voilà, un accord entre nous. Non, la paix, c'est plus que ça. La paix, c'est une énergie. La paix, c'est quelque chose, c'est un terrain au niveau de la conscience qu'il faut travailler, qu'il faut labourer, qu'il faut semer en nous, d'abord en nous. Parce qu'une personne qui n'a pas la paix avec elle-même ne peut pas faire la paix avec les autres, ne peut pas faire la paix avec la terre. Beaucoup de conflits naissent parce qu'on n'est pas en paix et qu'on reproche à l'autre d'être celui qui me dérange, c'est lui qui alimente mon conflit. Donc, ayons cette je dirais, honnêteté de regarder en nous, est-ce que nous avons résolu le conflit de notre vie avec nous-mêmes? Est-ce que je suis bien avec moi-même pour que ce vivre ensemble puisse s'installer avec ma partenaire ou mon partenaire, avec mes enfants, avec mes voisins. Et c'est ça, ça commence dans la cellule familiale. Et puis dans le quartier, et puis dans la ville, et puis dans le pays, et puis oui, avec la terre tout entière. Oui, bien sûr qu'il y a des particularités, bien sûr qu'il y a des différences, mais tout ça n'est pas négatif. Chaque peuple a développé quelque chose qui se rajoute au trésor. Donc, ça augmente si on donne la possibilité à chacun d'augmenter cette prospérité. C'est possible. Et le gâteau sera plus grand. Et le partage sera pour chacun beaucoup plus. Là, on a toujours, oui, si je donne plus, ça va diminuer. Non, ça va augmenter. C'est augmenter les chances pour tous. Regardez le Covid. Si on avait on a signé avec des prix Nobel, on a dit que tous les chercheurs se mettent ensemble, que tous les pays mettent une caisse et mettent les chercheurs ensemble à travailler. On n'aurait pas eu un Covid chinois, un vaccin chinois, un vaccin russe, un vaccin américain, et ceux qui n'ont pas eu de vaccin aujourd'hui se lamentent parce qu'ils ne l'ont pas fait et ils doivent être en attente pour les pays s'ils veulent bien leur donner une part de ce vaccin qu'ils ont développé. Si on avait cette notion d'humanité, ça aurait été normal que cette pandémie qui a touché tout le monde, eh bien, tout le monde se met au travail ensemble. On aurait été beaucoup plus vite, ça aurait été beaucoup plus rassurant. Et toute la méfiance qu'il y a aujourd'hui autour de ces vaccins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que, bon, vous savez, les réseaux sociaux et tous les complotistes ont trouvé le moyen encore de semer le doute là, sur ce vaccin qui, on ne le sait pas, il peut être aussi la clé de survie
de cette humanité. Je crois que j'ai trop parlé, je vous laisse un peu. Oui. Vous parliez de conscience. Donc, si je comprends bien, derrière cette éducation à la paix, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une certaine conscience de notre humanité partagée. Et dans l'humanité dont vous parlez, vous dites aussi, oui, mais il y a cet égoïsme, il y a cet ego, il y a cette animalité, il y a cette agressivité. Je voudrais surtout pas jeter l'opprobre sur les animaux, parce que sauver l'un pour sauver l'un, on va accuser l'autre. Donc, il y aurait une part en nous, est-ce que c'est ça? Il y aurait une part en nous qui, est-ce qu'elle serait inhumaine? Est-ce qu'elle serait à travailler? En tous les cas, qui n'irait pas dans le sens, alors Freud parlait des pulsions de mort, Thanatos contre Eros, et Eros parfois peut aussi être une pulsion de mort, pourquoi pas. Le désir de possession qui peut m'amener, remonte à Cain et Abel, qui m'amène à aussi à mon frère parce que je veux posséder sa terre ou je veux avoir la première place. Est-ce que ça ne viendrait pas conforter ce que certains disent sur l'humanité? Donc là, je me fais un peu l'avocat du diable, bien évidemment. Bien sûr. À savoir que, regardez le monde tel qu'il est, quelle paix vous voulez construire avec une telle humanité? Égoïste, individualiste, qui préfère la guerre peut-être de prime abord à la paix, et s'il faut encore l'éduquer correctement pour qu'elle puisse accéder à la paix, est-ce que c'est la peine de déployer tous ces efforts? Oui, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé, à moins d'être un aveugle et de ne pas reconnaître la vérité qui est devant nous. Demandez aux Syriens, demandons aux Irakiens, demandons à tous ceux qui aujourd'hui errent sur terre sans domicile, qui ont abandonné leur maison, leur pays. C'est une catastrophe avec une échelle mais inconcevable, avec aujourd'hui des destructions d'un patrimoine qui date depuis des siècles. Et je vous ai dit, les conflits nous coûtent 13% de l'économie mondiale. Qui alimente ces conflits? Parce qu'il faut voir que derrière, il y a une économie qui s'appelle l'économie. C'est une économie de l'armement. Alain, non. Si on ne commence pas par réfléchir aux causes, parce que les conflits, il faut rentrer dedans, il faut aller dedans et de voir la faille. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a peut-être, sincèrement, des fois, il y a des choses que nul n'est totalement savant pour éviter le pire. On peut, en faisant du bien, produire l'inverse. Mais il y a aujourd'hui, si on ne comprend pas l'économie des marchands d'armes, eh ben on ne peut pas comprendre la notion du conflit, parce qu'il y a ceux qui l'alimentent. C'est clair. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je dirais, on n'a jamais investi dans la paix. Je vous dis, on investit des milliards dans les conflits armés. Dans la paix, dites-moi combien on investit dans la paix. Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a un ministère? Est-ce qu'il y a des académies? Est-ce qu'il y a des universités? Qu'est-ce qu'on investit dans la paix aujourd'hui? Au niveau familial, au niveau du couple, comme au niveau de la société, de toutes les sociétés. Alors, on forme des médiateurs. Très bien. Voilà. On forme à la communication non violente. Donc, y compris dans les écoles. Voilà. Donc, il y a un début. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut rendre ça comme l'aspect central sur lequel repose la construction d'une société. On
on parle des villes nouvelles, des cités nouvelles, comment les construire, comment on parle des pollutions, on parle de nouvelles énergies, tout cela contribue, s'il y a une volonté, s'il y a une volonté politique, eh ben, il faut mettre la paix dans ça aussi. La paix, il n'y a pas un investissement clair chez les gens, dans les budgets, dans les écoles. Ce n'est pas quelque chose qui est clair, net. La paix, c'est quand on se casse la gueule et puis on amène la prévention. La paix, le travail que vous faites, qui est un travail excellent, à mon avis. Les médiateurs font un travail excellent, mais il vaut mieux faire la médiation préventive avant de tomber dans des conflits qui parfois sont meurtriers et qu'il faut pour les reconstruire, ça demande des efforts et des moyens colossaux. Vous parlez de médiation préventive. Il y a un traité dont on a fait l'anniversaire le 28 juin dernier, qui est le traité de Versailles, et qui devait justement prévenir la guerre, donc en l'occurrence éviter la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il n'a pas pu éviter. Et traité de Versailles, donc 28 juin 1919, qui est arrivé à la suite de plusieurs mois, puisque ça avait commencé le 18 janvier 1919, donc c'est 6 mois de négociations dans une conférence de la paix. C'est que là, on a vu qu'il y avait une volonté unanime en apparence, puisqu'il y avait une vingtaine de nations, si je me souviens bien. Il y avait donc les 14 points du président Wilson des États-Unis. Donc, il y avait Lord George, il y avait l'Italie, il y avait Clemenceau. Bon. Et ça, avec des centaines de réunions, avec des centaines de commissions, d'experts qui se sont dit comment faire en sorte, parce qu'il y avait aussi la pression de l'opinion publique qui était décidée, déterminée à ce qu'il y ait une paix, mais pas juste une paix durable. Oui. Que ça ne revienne plus, que ce soit la der des der, comme on disait, la Première Guerre mondiale, que ce soit la der des der. Bon. Et pour autant, tout ce travail-là, vous parliez de volonté, donc non seulement il y avait une volonté des peuples, il y avait une volonté des élites. Et ça a donné d'ailleurs les 14 points de Wilson, ça a donné la SDN. Au début de chacun des traités de paix qui ont suivi le traité de Versailles, il y avait les points de Wilson, les 14 points de Wilson. Et la SDN a donné l'ONU, que vous connaissez peut-être largement mieux que nous tous ici, puisque vous avez créé cette première journée de la paix au monde avec l'ONU en 2017. Et cette déclaration encore avec l'ONU. Donc on voit qu'il y avait une volonté, et historiquement, manifestement, ça n'a pas suffi, d'ailleurs pour des raisons économiques, avec la crise de 1929. Donc il y a la volonté politique, il faudrait peut-être aussi agir au niveau économique. Et je vois une question qui est, mais du coup, que fait l'ONU? Parce que l'ONU met en place cette journée de la paix, met en place cette déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Mais que peut l'ONU? Alors, je ne voudrais pas... l'ONU, elle a le mérite d'exister, je dirais, mais, encore une fois, l'ONU est mal habillée. Je dirais que le problème, il est là. Il est, encore une fois, il faut aller dans le fond des choses. Quand vous avez des pays qui ont le veto, déjà là, on a mis le verre dans le fruit. Quand il y a des puissants qui décident pour le reste du monde, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, mais je ne veux pas jeter la pierre à l'ONU. Elle existe et elle fait un travail. Et si elle n'existait pas, peut-être qu'on serait encore pire. Mais revenons à Versailles. Quand on dit qu'il y a une prise de conscience au niveau de la Première Guerre mondiale, qui a été la première guerre moderne, où on a employé la chimie avec les gaz, où il y a eu les premiers avions, les premiers bombardements,
euh, où les civils ont été plus touchés encore que les militaires, où il y avait parfois par mois 300 000 morts par mois. Donc, c'était une génération totale qui disparaissait. Les poilus l'ont payé très très cher, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient anglais. Mais n'oubliez pas, c'est encore dans la société moderne qui a produit la guerre. C'est quand même une société basée sur une économie du profit qui a été à l'origine de la guerre. C'est une société qui opprimait d'autres peuples. Parce que le problème du Proche-Orient entre le Proche-Orient, le problème entre Israël, la Palestine, ce qui existe jusqu'à maintenant, est né à Versailles. Entre la décision qu'a prise la France et l'Angleterre avec le partage qu'ils ont fait de l'empire, de l'ex-empire ottoman. Sykes-Picot, le décret de Sykes-Picot. C'était à la même date. Ça produit encore un problème qui dure jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays africains qui aujourd'hui sont un drapeau, il y avait tous ces pays-là, africains, asiatiques, etc., étaient sous domination coloniale. Ils n'avaient pas le droit à la parole. De toute l'Afrique, il y avait l'Éthiopie qui était présente. C'est tout, le Négus. Donc, mais c'est un pas, il a été fait, et de là est né, parce qu'il faut toujours évaluer et garder le positif. C'est un acquis. Il y a eu la SDN, la Société des Nations. C'est un acquis. Genève est devenue une ville où on fait les traités de paix. Il y a un acquis. Ben, il faut le garder. Mais cet acquis n'était pas à la hauteur du problème. Et comme on a fait de l'Allemagne le responsable de tous les maux, on a préparé la Deuxième Guerre. Non, les Allemands, le réveil d'une chose, c'est la revanche. Parce qu'ils ont été humiliés. Ils n'ont pas été traités avec une humanité. De dire, oui, vous avez une responsabilité, mais nous, si on a une responsabilité, ben non, ça suffit. Nous sommes tous responsables de cette catastrophe. Et c'est vrai que nous sommes tous responsables de la catastrophe d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre sur le dos de quelqu'un. C'est les États-Unis qui sont responsables, c'est la Chine qui est responsable, non, c'est la France qui est responsable, et d'autres disent non, c'est la Russie. Non, nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, responsables. C'est cette conscience qu'il faut aujourd'hui éveiller chez les gens. Sortir de ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman, c'est-à-dire arrêter de considérer qu'on est seule victime et que l'autre est l'unique persécuteur, Voilà. l'appeler un sauveur qui, bien évidemment, va devenir persécuteur en se faisant victime. Bon. C'était peut-être ça aussi l'erreur. Donc, il y aurait une conscience, ce que j'entends dans votre conscience, c'est cette conscience d'une co-responsabilité, sortir des identités meurtrières dont parle Amin Maalouf et dont on a parlé tout à l'heure, essentialistes, et rentrer dans une perspective plus existentialiste, et c'est peut-être pas pour rien que Sartre a écrit « L'existentialisme est un humanisme », c'est qu'à partir du moment où je considère qu'il y a une existence face à moi, je considère qu'on est dans un processus, qu'il y a quelque chose à construire, que je ne peux jamais pleinement condamner quelqu'un, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, parce que l'être humain est en évolution, et que pour bien évoluer, encore faut-il évoluer ensemble. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que quand vous avez parlé de condamnation, il ne faut jamais condamner un être, il faut condamner des actions. Et ça, il faut faire la part des choses. Il y a des actions qui sont mauvaises. Un être, quoi qu'il fasse, il est sacré. Et ça, il faut que nous nous habituions à regarder avec cette différence. La justice, elle est faite pour les actes, pas pour juger la personne. La personne est sacrée. Ça, c'est la deuxième chose,
avec laquelle il faut remédier, c'est aide ton frère, comme on dit chez nous, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Oh, s'il est oppresseur, je dois l'aider. S'il est opprimé, oui. Mais s'il est oppresseur, comment je ne peux pas l'aider? Si, c'est en le prenant par la main, c'est-à-dire en l'empêchant de faire, en l'empêchant de faire du mal. Lui donner la main, ne pas l'exclure, aller vers lui quand même, parce qu'il est notre frère. Ça, cette conscience, cette fraternité, ça me rappelle la rencontre entre, j'en parle souvent, mais je ne vais pas résister à en reparler, entre Priam et Achille, où Priam vient prendre la main et les genoux d'Achille qui a tué son fils Hector, et ils vont pleurer ensemble. Et c'est en pleurant ensemble, Achille sur son père et Priam sur son fils, qu'ils vont pouvoir se rejoindre dans leur commune humanité. Donc ça veut dire qu'il faut une rencontre. Absolument. Et c'est aussi toute la justice restaurative. Absolument. C'est le cercle. Parce que la dynamique du cercle, elle repose sur quoi? Le cercle, pour qu'il tourne, il y a toujours un des points qui est en bas et un autre qui est en haut. Mais pour qu'il y ait la dynamique, celui qui est en bas, un jour sera en haut, et c'est sur celui qui était en haut hier que repose tout le poids du reste. C'est ainsi que la roue tourne. La roue du temps, elle tourne. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous bourreaux et victimes. Elle tourne. Les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain, et ainsi de suite, si on n'a pas compris. Et ça, il faut l'enseigner à nos enfants. Enseigner à nos enfants, par exemple, le triangle de Pascal. C'est toujours le 1. C'est toujours le 1 qui s'additionne et on arrive à des chiffres astronomiques. Mais c'est toujours l'unité qui prime. Nous sommes tous une partie de cette unité. Nous sommes tous dans notre singularité un principe de l'unité. Nous sommes tous différents. Nous naissons du même ventre, mais nous sommes différents. Nous avons la même mère, le même père, mais nous avons des gènes légèrement différents. Nous avons des empreintes digitales différentes. Donc le principe de l'unité, il est tout le temps présent en nous. Et ce principe de l'unité nous rappelle, vous êtes un, oui, dans la singularité, mais vous êtes un dans l'unité du tout, y compris la nature. Tout le vivant est relié, et quand je dis tout le vivant, même le virus qui aujourd'hui, soi-disant, nous attaque. Peut-être qu'il est venu nous réveiller, parce qu'il a choisi un moyen assez astucieux, c'est l'air qu'on respire. Il vient par la respiration. Et aucun de nous ne peut s'empêcher de respirer. Donc, aucun de nous ne peut l'éviter. On ne peut pas s'arrêter de respirer. Comment ne pas respirer l'expiration de sa femme ou de son homme ou de ses enfants ou de sa grand-mère ou de son grand-père? C'est impossible. Nous sommes liés. Oui, cette conscience d'une interdépendance, y compris avec mon apparent ennemi, y compris avec le virus qui pourrait me tuer. Donc, c'est cette unité dans le vivant. Alors, il y a deux questions que j'aimerais relayer. Une dans le fil de discussion et une qui nous vient de Fatima de Washington. Bon, bonjour Fatima. Alors, ça me rappelle, la question de Fatima me rappelle le principe dont parle Simone Veil avec un W, la philosophe, à savoir le désir de servitude, ou encore la Boétie avec
la servitude volontaire. Fatima demande comment expliquer la démission de tous ces gens devant les différentes responsabilités, parce que vous parlez bien d'une co-responsabilité. Oui. Je ne peux pas m'exclure d'une forme de responsabilité en considérant que je suis juste victime. Comment donc expliquer cette résignation? Comment expliquer ce laisser-faire au niveau gouvernemental, social, familial? On a eu un cas en janvier dernier, on a parlé de l'inceste. Il y a un ouvrage là-dessus, je ne reviendrai pas dessus, mais on avait fait un webinaire sur l'emprise et on voit qu'il y a des choses terribles qui se passent même dans les familles avec une forme de complicité consciente ou inconsciente. Vous disiez, il faut prendre la main du persécuteur. Et pour autant, comment expliquer que cette main-là, je ne vais pas la prendre, voire même je vais me faire peut-être le complice de la main. Parce que quand on parle des totalitarismes, on parle de Staline, ce n'est pas Staline lui-même qui a tué. Il y avait des milliers de personnes qui ont tué à sa place. Oui. Comment expliquer que tous ces gens en apparence normaux puissent se faire les complices des bourreaux? Et comment donc expliquer cette forme de démission? Parce que peut-être pour moi, je n'ai pas les réponses à tout, mais moi je vois que nous sommes à la fin d'un cycle. C'est comme si nous traversons la nuit, et plus on s'enfonce dans la nuit, et plus on s'approche du lever. C'est-à-dire que c'est tous ces épreuves, parce que nous avons vécu parfois sur des illusions politiques. Par exemple, que le communisme a été une fabuleuse illusion de partage, de fraternité. Il a nourri des consciences et les gens étaient adhérés, je dirais, comme on adhère à une religion. Et puis le communisme s'est effondré, comme se sont effondrées toutes les idéologies. Donc, cette notion qu'on peut, par une idéologie, par un système politique, par un système économique, que ce soit le capitalisme, le libre marché, ceci, cela, on a tout essayé. Mais on a oublié la paix. On a oublié l'humanité. On a mis des efforts considérables sur des réflexions, sur un travail, sur des savoirs, mais on a oublié parce que ça nous semblait tellement simple, tellement évident sur cette énergie de la paix. Moi, je l'appelle énergie de la paix. La paix avec soi, la paix avec l'autre, la paix avec l'environnement. L'homme, son orgueil l'a aveuglé, à tel point qu'il s'est cru le maître absolu, qui décide de tout, qui contrôle tout. On a oublié que la nature, elle nous parle. La nature, elle ne produit aucun déchet. Elle nous nourrit depuis des siècles. Elle recycle tout. Il n'y a pas, vous allez dans une forêt, vous ne trouverez pas de déchets. Les seuls qui produisent des déchets, c'est nous. C'est l'homme. C'est la société humaine. Et nos déchets aujourd'hui, eh ben, ils nous parlent. Elles sont dans les océans, elles sont en terre. Écoutez, il y a des multinationales aujourd'hui, on le sait, 70% de ce qu'elles produisent pour les bébés est nocif, est toxique. Elles sont devant la justice, elles payent des milliards et ça repart. Ça, c'est plus possible. Alors, on a préparé, on est tombé dans le piège de la mondialisation. Oh, c'est magnifique. L'Internet est là, les réseaux, la mondialisation. Ça a été mondialisation pour augmenter les pouvoirs et les avoirs. Et elle se retourne contre nous aujourd'hui. Elle nous dit, c'est fini. Vous allez, cette mondialisation, c'est votre humanité ou c'est la perte
de tout le monde. Nous ne pouvons plus contrôler aujourd'hui l'Internet. Nous ne pouvons plus qu'aujourd'hui contrôler les fake news. Nous ne pouvons plus contrôler tous ceux qui agressent parce qu'ils sont des génies dans l'informatique, ils agressent des hôpitaux, ils agressent des institutions, ils font arrêter, ils peuvent demain arrêter une ville, ils peuvent peut-être demain arrêter un pays. Donc, cette mondialisation nous a projetés dans un autre univers. L'univers, ou bien c'est le nous, ou bien c'est la catastrophe. C'est très paradoxal de penser que la mondialisation qui pourrait, en apparence, correspondre exactement à ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire un nous, un monde uni, donc la mondialisation avec un dépassement des frontières et une connexion au niveau mondial, que cette mondialisation est précisément, de manière paradoxale, ce qui empêche de nous relier les uns aux autres. Il lui manque une âme. Mm. Il lui manque une âme. Donc, une âme, ça veut dire une conscience. Voilà, donc c'est une conscience commune. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'être dans le faire ou dans l'avoir. Voilà. C'est important de pouvoir… Alors, derrière l'âme et la conscience, moi, j'aimerais revenir au logos des Grecs, c'est-à-dire trouver une parole qui fasse sens. Absolument. Absolument. Déclaration. Absolument. À travers cette déclaration, puisque c'était la première question, à travers cette déclaration universelle du vivre ensemble, donc trouver les mots adéquats pour pouvoir construire un projet commun. Tout à fait. Et ça commence, je vous dis, dans les écoles. Tant qu'on n'aura pas compris que c'est là que ça commence à l'école dès le premier âge. C'est là qu'il faut planter la graine. Alors, ça commence à l'école. Maintenant, les personnes qui vont planter les graines, il faut elles-mêmes qu'elles aient une certaine conscience éveillée, parce que dans les écoles, on peut tout enseigner. On a pu enseigner la haine, on a pu enseigner, Albert Jacquard l'a beaucoup critiqué, tout ce paradigme de la concurrence, de la compétition. Lui qui pourtant était polytechnicien, il savait de quoi il parlait. Donc, les limites d'un paradigme concurrentiel, on l'enseigne aussi dans les écoles. Donc, c'est vrai qu'il faudrait à la fois être dans les écoles et en même temps pouvoir toucher les adultes qui vont former les enfants. Bien sûr, mais il y a un début. Et on se bat, justement, cette déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Son but, c'était quoi? Parce que je vais vous avouer, peut-être pas, ce n'est pas une vérité, mais je vais vous avouer quelque chose. Notre but n'était pas de faire une journée auprès des Nations Unies. Notre but était de commencer par quelque chose. C'est comme si on ouvrait légèrement une petite porte pour glisser dedans l'éducation à la culture de paix. C'est ça le but. Le but réel, c'est celui-là. C'est que demain, les Nations Unies décrètent que d'ici 2030 ou 2035, dans tous les programmes scolaires de tous les pays du monde, on inscrive la culture de paix dans toutes les langues et dans tous les programmes scolaires du monde entier. Voilà le but. Se battre jusqu'au bout. On a fait une petite ouverture, et bien maintenant il faut l'agrandir. D'autant plus que les 193 pays l'ont signé. Alors personne ne peut dire demain, ah non, moi je n'ai pas signé. Ils ont tout signé. Même la Corée du Nord. Oui, c'est ça qui est magnifique, c'est que là, pour le coup, il y a une belle unanimité. Alors d'où elle vient cette unanimité? D'où elle vient? Moi je suis qui? Je représente quel intérêt? Quelle force? Je ne représente rien. Et pourtant, ça a été un moment à l'Assemblée générale des Nations Unies où tout le monde s'est levé, où tout le monde s'est embrassé. Moi, j'ai le souvenir de la représentante de Cuba, c'était une femme qui faisait peut-être 1,80 m.
costaud, une vraie athlète. Elle m'a pris, j'ai quitté le sol et elle m'a embrassé sur la bouche. Vous vous rendez compte? En plein salle, mais ça prouvait une chose, ça prouvait que les gens, ce n'était pas les pays qui votaient, c'était autre chose. Chacun à ce moment-là, il y a quelque chose, un dépassement, c'était l'humanité. Moi, je l'ai vu comme ça, moi, je l'ai vu que comme ça. Et puis après, on a oublié. Ben voilà, on a fait la fête, c'était un moment extraordinaire d'une prise de conscience. J'ai été félicité par des dizaines et des dizaines d'ambassadeurs et de représentants des pays. Mais voilà, on a classé l'affaire. Eh bien non, on n'a pas classé l'affaire. L'affaire, elle continue. Et elle continuera jusqu'à ce que la paix devienne, et si Dieu me prête vie, l'élément central dans la construction de la société de demain. C'est qu'on a je repense à la devise française, liberté, égalité, fraternité, et c'est vrai que on ne met pas la paix dans la devise. Et je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui a comme devise la paix. Malheureusement, il n'y en a pas. Je peux vous le dire, il n'y en a pas. Et pourtant, c'est une déesse, Irénée. Et oui. C'est une déesse. Pas extrêmement célèbre non plus, il faut le dire. Et chez les monothéistes, c'est Dieu lui-même. Qui est amour. Donc, on adore, tous les chez les hindouistes, donc dans toutes les traditions, elle existe, mais elle a été oubliée, cette notion de paix, cette énergie, encore une fois, je l'appelle énergie, parce que c'est cette énergie qui nous a permis de faire ce qu'on a fait. Moi, elle m'a parlé, elle m'a conduit. J'étais devant des... Bon, moi, j'ai jamais fait l'alpinisme, mais je devais monter l'Himalaya. C'est impossible. Par mes propres moyens, mais c'était impossible. Impossible. D'autant plus que j'avais des pays qui m'avaient dit directement, non, ça ne passera jamais. Ils me l'ont dit ouvertement. Et pourtant, 3 années et demie, ils étaient parmi les premiers signataires. C'est qu'il y a un vrai désir malgré tout, c'est ce qu'on disait au tout début de ce webinaire, c'est que même quand je fais la guerre, je fais toujours la guerre dans le fond pour avoir la paix. Mais je crois que, et c'est ce qu'on voit vraiment nous médiateurs dans les médiations, que ce soit au niveau familial, de voisinage, en entreprise ou commercial, et j'imagine qu'au niveau géopolitique, c'est la même chose, je crois toujours que pour avoir la paix, il faut que je réduise l'autre à néant. Wow. Parce que je crois dans ces identités meurtrières, je crois que l'autre a une essence maligne. Oui. Il y a le terme pervers qui existe beaucoup depuis quelques années. Je crois que l'autre est la cause du conflit, ou je crois que l'autre mérite ma haine. Oui. Donc, c'est toujours ma paix contre notre paix. Voilà, alors, on retombe sur le problème. Alors, je ne peux pas être en paix sans avoir fait la paix avec mon ennemi. Et comment? Et ça se passe. Regardez les couples. Regardez les couples. Dès que la paix quitte un couple, c'est fini. C'est fini. Le couple se sépare. Donc, il y avait une question que j'aimerais relayer dans le fil de discussion sur... Alors, tout ce que vous dites, je reprends un petit peu le commentaire. Donc, c'est Francine qui en parle. Tout ça, c'est très beau en quelque sorte. Ça pourrait paraître un peu trop idéaliste. Et ça rejoint un autre commentaire dans les questions et réponses de Mohsen Jamel, à savoir, OK, il y a eu l'ASDN, il y a eu l'ONU. Donc, Première Guerre mondiale, on a l'ASDN. Deuxième Guerre mondiale, on a l'ONU. Il faut une troisième guerre mondiale pour qu'à un moment donné, on finisse vraiment par faire la paix. Qu'est-ce qu'il faut? Finalement, est-ce qu'il faudrait une guerre totale pour pouvoir avoir une paix réelle? Oui, moi je pense déjà que peut-être on peut déjà, on parle de guerre pour le virus, nous sommes en guerre.
Ben, je crois que le président de la République a déclaré ouvertement, nous sommes en guerre, il a dit. Eh ben, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais c'est une autre forme de guerre. Parce qu'on ne peut plus faire la guerre comme on le faisait la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est fini, c'est terminé. Ça serait une catastrophe pour l'ensemble de l'humanité. On peut rayer, on a de quoi brûler, rayer à jamais la vie sur Terre avec les armes que nous avons aujourd'hui. Aucun pays n'osera faire une guerre conventionnelle parce que ça risque de déboucher sur une guerre nucléaire qui emmènera tout le monde en quelques instants vers la disparition. Donc, il ne faut pas penser, à mon avis, ça, il faut sortir de ces schémas, il faut aujourd'hui croire, avoir une foi ardente dans ce qu'est la paix. La paix, je le dis encore une fois, c'est une énergie au profit de tout le monde. Que chacun de nous l'essaye à son échelle. Là où il vit, c'est quelque chose de palpable. C'est pas, il ne faut pas être un génie, il ne faut pas avoir un gourou, il ne faut pas avoir un maître, il faut l'essayer chez soi, avec soi-même et autour de soi-même, dans son environnement dans lequel on vit. Il faut la pratiquer. Un sourire, une parole, c'est-à-dire mettre en fonction notre conscience par rapport à cette énergie de paix. Si je nourris ma conscience de paix et que mes actions deviennent les transmetteurs de cette conscience à travers les actes au quotidien, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de... Si chacun de nous, là où il enseigne, il est un économiste, il est, je sais pas, un gendarme, il est pratique, que nous commençons à pratiquer cette énergie de la paix dont je n'élève pas la voix. J'essaie un petit peu de... j'essaie, avant, je ne me hâte pas à condamner. J'essaie de trouver un autre moyen de pouvoir voir les choses. Il y a tout un travail sur soi qui permet d'atténuer toute cette violence en nous qui est due à l'environnement dans lequel on vit. Il nous prépare à cette violence. Parce que je vous dis, c'est le plus fort, c'est le plus malin, c'est le plus rusé, c'est celui qui parle le plus, c'est celui-là qui gagne. Et on croit, oui, c'est vrai. Et en dehors de ça, il n'y a aucune possibilité. Non, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités, et le chemin de la paix et du vivre ensemble est le meilleur. Et c'est prouvé. C'est prouvé. Regardez, on a fait la béatification des moines de Tibériade en Algérie. Qu'est-ce qui pouvait croire que ces moines qui ont été assassinés pouvaient être béatisés dans un pays arabe et musulman? Ça s'est fait. Ça s'est fait. Et l'endroit où il y a eu la béatification aujourd'hui, elle s'appelle la place du vivre ensemble en paix. Et c'était au-dessus d'une ville, d'une grande ville algérienne, c'est la ville d'Oran. Devant la basilique Notre-Dame de Santa Cruz et une petite mosquée. Et c'est là qu'ils ont été béatifiés. Au-dessus d'une ville de 2 millions de personnes. Et toute la ville était les parents qui sont venus, les invités qui sont venus, plus de 1500 ou 2000 personnes qui sont venues, l'accueil qu'il a, c'était la première fois que les imams et l'envoyé du pape, que tous les représentants de tous les ordres religieux étaient présents. La rencontre s'est faite dans la mosquée, la grande mosquée, et c'est là que les gens se sont rencontrés, et de là est parti le cortège
ensemble pour faire la béatification. Il n'est pas sorti d'une église, il est sorti d'une mosquée. Vous ne trouvez pas ça quelque chose qui en a parlé? Quelle est la presse qui en a parlé? Dites-moi. Et je ne sais pas. Eh bien, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a Oui. pas. Donc, il y a une forme aussi de responsabilité des informations qu'on va diffuser et ne pas être dupe de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou les médias mainstream ou autre encore, d'une propagande politique, ne pas être dupe de ce que je peux entendre. Voilà. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est aussi croire malgré tout à cette énergie de la paix. C'est-à-dire qu'il faut une certaine foi, peut-être une certaine folie, et il faut surtout aussi beaucoup de courage. Parce que cette énergie de la paix, lorsque je me sens opprimée, lorsque je suis en position d'inégalité, que ce soit sociale, culturelle, parce que je n'ai pas accès à des biens les plus élémentaires et que je suis rejetée, c'est très difficile de pouvoir la cultiver. C'est vrai, c'est vrai. Et je pourrais vous raconter beaucoup de choses à ce sujet. Moi, j'ai la chance avant le Covid, je voyageais beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit même ici en Europe. Je m'occupe de la jeunesse parce que les scouts, je suis. Donc, on a ces problèmes-là, on les rencontre dans son parcours, mais on ne les résout pas. La façon de les résoudre, dès qu'on commence à s'agir, parce que ça, c'est comme un feu qui brûle dans la personne. Elle a un feu en elle, et c'est un feu qui se traduit par la colère, qui se traduit par le manque de confiance, qui se traduit par... Donc, comment l'atténuer? C'est, encore une fois, en la prenant par la main et en essayant de dire, en partant de zéro, eh ben, même le zéro, c'est pas rien. Le zéro, c'est quelque chose. Donc, reprenez-vous et on essaye petit à petit d'arriver à trouver des solutions. Jamais ne désespérer, jamais aller à dépasser la limite de ce que notre humanité, sacrifier notre humanité. Parce que dès qu'on agresse, on a passé la frontière de cette humanité. Donc cette agressivité se retourne contre nous. Ce qu'il y a, c'est que l'agression, le plus souvent, on parle de guerre, vous parlez de prévention en matière de conflit. Il y a beaucoup de guerres. La guerre en Irak était une guerre dite préventive. Et le plus souvent, d'ailleurs, les guerres se présentent comme étant des guerres ou en réaction à ou en prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de persécuteur qui se revendique persécuteur. Le persécuteur se revendique toujours victime. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, excusez-moi, avec vous. Je vous parle, par exemple, en 2017, 20 jours avant l'Assemblée générale des Nations unies, le président des États-Unis décrète que Jérusalem est la capitale d'Israël. Il décrète, c'est le président des États-Unis. Et moi, je faisais on faisait la promotion de la JVEP et on partait d'une ambassade à une autre, d'une délégation à une autre. Donc la promotion, je rappelle, hein, pour ceux qui nous suivent, de la journée internationale de la paix. Tout à fait. Et on était cette fois-ci chez l'Allemagne fédérale qui avait, chaque pays invite des délégations. Et vous venez, ils vous interrogent, comme vous faites maintenant, vous m'interrogez, donc j'essaie d'expliquer un peu tout le bon baratin, comme je le fais aujourd'hui, pour vendre ma journée. Il y avait un journaliste qui était présent, et ce journaliste est un journaliste américain, mais d'origine palestinienne. Il me dit, cher Badounez, vous qui vous êtes là pour défendre la paix, etc., qu'est-ce que vous dites de la déclaration du président des États-Unis qui vient de nommer Jérusalem
capitale d'Israël. Vous êtes pour vivre ensemble. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et moi, je n'étais même pas au courant, parce que ça venait d'être fait le matin. Je n'avais pas suivi, je n'avais pas l'information. Donc, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. J'avais une seconde pour réfléchir. Je lui dis, écoutez, la meilleure des choses, à mon avis, mais moi, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas un pouvoir politique. Nous, on est une ONG qui travaille pour le vivre ensemble en paix, mais je vous donne mon avis. Mon avis, c'est que tous les États, c'est actuellement, l'Assemblée va se réunir, l'Assemblée générale va se réunir dans 15 jours ou dans 20 jours, je ne me souviens plus exactement, on prend la décision, ensemble, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et capitale de la Palestine. Et on aura résolu un problème de 60 ans. Il y a une incidence. Ça vous êtes sorti de la logique binaire qui implique que Jérusalem ou d'autres d'ailleurs ne puisse être que la capitale de l'un et pas de l'autre. Ça suffit. Il n'a pas eu le courage de le faire. Et Trump, il a fait ce qu'il a dit. Et on est resté, on a fait du surplace. Il n'y a rien qui a changé. Si vous voyez le nombre de fois qu'on a réuni avec des amis, les rabbins et les imams du monde entier, sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de l'UNESCO, sous l'égide de grands pays comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la France, est-ce que vous croyez que les rabbins et les imams sont des ennemis? Je vous assure que les rabbins et les imams, quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Nous n'avons rien dans nos religions qui nous séparent. Au contraire. Mais qu'est-ce qui dérange? Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est la politique. Ils sont les otages des politiques. Oui. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental et vous parliez et on va bientôt conclure, vous parliez de conscience. C'est-à-dire qu'être en humanité, c'est aussi être en conscience d'un certain appel. Cet appel, c'est l'énergie de la paix. Bon. Et dans cette conscience-là, on pourrait juger un petit peu idéaliste pour qu'elle puisse émerger. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience à avoir de tout ce qui ne relève pas de cet élan de la paix et qui existe malgré tout, et pour lequel il ne s'agit pas d'avoir une forme de haine, mais peut-être de compréhension du système dans lequel on se retrouve, à savoir une certaine forme d'économie, de prédation, oui, une certaine forme de politique de domination, pour faire bref. Donc, ça veut dire que si on se veut médiateur, qu'on soit médiateur professionnel ou artisan de la paix, eh bien, c'est important d'aller au-delà de la simple gestion du conflit. C'est important de pouvoir aussi s'intéresser à ce qui relève de l'économie, à ce qui relève de la politique, et que donc la médiation dans le fond, il faut qu'elle ait une inscription dans une certaine économie du vivre ensemble, dans une certaine politique du vivre ensemble. Et ça veut dire que la médiation, il faut qu'elle ait un enjeu qui dépasse ce qui relève simplement du conflit, un enjeu véritablement politique. Tout à fait, tout à fait. C'est un enjeu politique. En tous les cas, il sera de plus en plus dans l'avenir. C'est un enjeu politique et capital, parce que là, nous tournons en rond. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune nation. Nous tournons en rond et nous perdons du temps. Et il faut qu'il y ait une nouvelle voie de sortie. Il faut aller de l'avant. Et on ne peut pas aller de l'avant, ni avec une idéologie, ni avec une religion, ni avec un système comme on nous promet ou
ou c'est l'informatique, c'est les data, les fameux, Big data. voilà, les big data qui vont nous sortir de là. C'est une conscience humaine habitée par la paix, habitée par le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il est pour l'humain et il est pour le reste. Parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls habitants de la Terre. Préserver et prendre conscience du vivant qui nous entoure, c'est une exigence. Et là, nos enfants ou les jeunes sont plus en avance que nous. Ils sont beaucoup plus en avance et beaucoup plus conscients. Donc, leur conscience est beaucoup plus prête à ce nouveau discours, le discours de la synergie. Ils savent que tout seul, aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir. Mais à plusieurs, on peut. Et plus ce plusieurs s'agrandit, et plus, regardez les open source aujourd'hui, tout le travail qui est fait, il y a des gens qui travaillent et qui l'offrent au reste du monde. C'est magnifique. Donc, il y en aura de plus en plus de choses qui vont aller dans ce sens, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Quand je dis d'autre voie, je ne suis pas devin, mais je dis, c'est la voie de la paix. Et cette paix, elle a un sens pour chacun d'entre nous. Faut-il qu'il y croie? Faut-il qu'il y pense? Faut-il que, quand nous levons et nous prenons notre petit déjeuner, à quoi je consacre ma journée? J'inclus dans ma journée cette attitude de paix. Je dis bonjour, ça ne coûte pas cher. Je regarde les gens avec un sourire, ça ne coûte pas cher. Mais c'est une transformation. Si je le fais sincèrement, si ça vient du fond de ma conscience. Alors, regarder les autres, on peut toujours regarder les autres avec une certaine forme d'amour. Peut-être que le plus difficile, on en revient, on connaît toi-même de Socrate, c'est pouvoir, je dis ça en résonance à ce que je lis dans le fil de discussion, c'est sortir d'une certaine haine, non pas tellement de l'autre, mais de soi-même. Et donc, pouvoir déjà, je ne sais pas qui se dit déjà bonjour à soi-même, et moi pas d'ailleurs, qui se dit bonjour le matin en se regardant dans la glace, qui se sourit d'ailleurs à soi-même, et qui s'accueille également dans sa part d'humanité. Donc ça relève aussi d'un travail intérieur. On parle du développement personnel, on parle de différentes techniques, mais on le disait, c'est pas évident lorsque je suis opprimée politiquement, lorsque je subis des inégalités économiques. Et là, par rapport aux politiques et à l'économie, qui serait en quelque sorte, il faudrait que les médiateurs fassent leur classe en matière politique, économique. J'entends dans ce que vous disiez à travers cette conscience du vivant, également l'écologie. Également l'écologie, je ne suis pas en train de prendre parti pour un parti politique qui serait écologiste, mais écologie au sens prise en compte de l'environnement, ou systémique, ça reviendra au même, prise en compte de l'environnement dans lequel je me trouve, mais là plus spécifiquement l'environnement vivant. Oui. C'est-à-dire que dans la conscience que j'ai de mon humanité, il y a la conscience de cette vie qui est en moi, Oui. que je n'ai pas choisie, Oui. que je vais peut-être transmettre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qui n'est possible que parce que je partage quelque chose avec d'autres qui ne sont pas moi. Voilà, c'est la sacralité de la vie. Mais la sacralité de la vie, pas seulement de l'être humain, mais aussi de la fourmi, mais aussi du ver de terre. Parce que tout ce qui est vivant provient d'une même source. D'une même source. Nous avons commencé par les l'ami bleu ou les bactéries. Nous sommes la même source. Tout le vivant est sorti de là. Et avoir sa conscience qui prend en compte ce vivant, c'est ça. Écoutez, il y a 2 mois, je me promenais, ici il y a une petite forêt, je me promenais, j'ai rencontré 3 jeunes qui se promenaient aussi, donc on s'est dit bonjour, et comme je les voyais de loin se pencher par terre et ramasser des choses, je leur ai dit, est-ce que vous avez trouvé des champignons? Je pensais qu'ils cueillaient des champignons.
Ils m'ont dit, ah non, non, on ne cueille pas les champignons, mais on ramasse les mégots. Mm. Trois jeunes entre 14 et 17 ans. Je leur dis, mais pourquoi vous ramassez les mégots? Ah, ils m'ont dit, mais, ben, on ramasse les mégots parce que ça, c'est une forêt, on veut qu'elle reste propre, donc de temps en temps, on vient, on ramasse tout ce qui est sale. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir trois jeunes. Et je leur ai posé la question, mais alors comment voyez-vous votre avenir? Ils m'ont dit, ah, ils ont réfléchi un moment, il nous faut une révolution des consciences. Mm. C'est des jeunes de, je vous dis, entre 14 et 17 ans. Alors j'ai redemandé, mais comment une révolution des consciences? Mais vous méditez dans une association? Non, non. Entre nous, on discute quand on discute. Il nous faut une révolution de conscience. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, il appartenait, il n'était ni scout, ni écologiste, ni machin. Des jeunes, des jeunes, c'est tout. Et ça m'a donné une bouffée d'oxygène. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a la conscience parlant la conscience. On n'a même pas, des fois je me dis, tout ce que tu dis est de trop. Juste pense et envoie ta pensée aux autres. Parce que la pensée, c'est de l'énergie. Absolument. Donc déjà, commencer par travailler, c'est d'ailleurs toute l'œuvre de Platon et de la philosophie, commencer déjà par bien penser, ce qui n'est pas évident. Ça fait 500 ans qu'on essaye de bien penser depuis Platon. Commencer par bien penser, commencer déjà à faire un retour sur moi, faire un retour aussi sur mon environnement le plus proche. Et donc, ça veut dire être médiateur, c'est pas juste donc être artisan de la paix, c'est pas juste aller résoudre des conflits, c'est déjà nourrir ma conscience d'une certaine vision de l'économie, une vision de la politique, une vision de l'écologie, une vision aussi, je pourrais dire, anthropologique. Oui. C'est la fameuse question de Kant, qu'est-ce que l'homme et que puis-je espérer et que dois-je faire? Tout à fait. Et encore une fois, le cercle. Le cercle, toujours, dans le cadre d'un cercle. Jamais le pyramidal. Le piège, c'est le pyramidal. C'est votre ego qui vous dit, vous êtes mieux que. Ça, il faut faire attention. Être dans le cercle. Même si les pyramides ont donné des œuvres absolument magnifiques en Égypte. Ah, tout à fait. Mais ils nous ont donné peut-être la leçon qu'il nous fallait. Ils ont laissé un témoignage qui nous parle depuis 25 000 ans. On peut aussi voir la pyramide autrement, à savoir que le plus haut ne tient qu'en étant posé sur le plus bas et que le plus bas n'existe qu'en étant tourné vers ce qu'il y a de plus haut. Et donc, il y a cette connexion entre le plus bas et le plus haut. Et ça s'inscrit dans le cercle de pi. La pyramide est construite sur le nombre pi. Il ne faut pas l'oublier. Revenons aux fondamentaux. Le nombre pi, le nombre de l'harmonie. Cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Entre la partie de moi biologique et la partie esprit, et la partie psychique de moi-même. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes, vous l'avez dit. On ne se dit même pas bonjour à soi. Mais on s'engueule avec soi. Il y a des engueulades, on les fait avec soi. Hein. On se diminue, on se flagelle parfois. Mais on ne se dit pas bonjour. Donc, commencer par là. Oui, effectivement, l'apaiser, être apaisé. Et il y a une joie. Quand on pour un médiateur, sa récompense, c'est une immense joie de voir que cette réconciliation, cette conciliation, cette retrouvaille, c'est faite. C'est comme réparer un tuyau qui fuit. L'eau, l'énergie, la vie, elle continue. Elle continue son parcours. On sauve des familles.
Il y a des meurtres des fois, il y a des familles il y a un meurtre entre eux. Moi, j'ai assisté à ça. Un jeune homme a tué un autre. Et l'autre famille a pris des bouteilles pleines d'essence pour aller incendier la maison de l'assassin. Avec les enfants, il y avait 17 personnes qui vivaient dans cette maison. Et la médiation a intervenu et les choses, on a sauvé 17 personnes. De la mort, d'une mort certaine. Il n'y avait ni la police, ni la gendarmerie, c'était le peuple, les gens du quartier. Ce qu'on appelle les fameux cercles, peut-être, hein, les cercles restauratifs. Voilà. Sans doute qu'on fera un prochain webinaire, peut-être pas celui de septembre, mais en tout cas un jour, oui, on fera un webinaire sur les fameux cercles restauratifs. Et puis, j'entends parler de ce cercle, ça me faisait penser au chevalier de la table ronde. Peut-être qu'il y aurait à creuser de ce côté-là, du côté du chevalier Arthur, avec cette fameuse métaphore du cercle. En tous les cas, je vois qu'il est 20 heures passées, donc on va conclure. Merci infiniment, Cheikh Bentounès. Vous parliez de la joie qu'il y a lorsqu'on est médiateur à, sans doute pas sauver, mais en tous les cas aider les personnes à se sauver du pire et à essayer de reconstruire quelque chose de possible entre eux. Donc, c'était une très grande joie pour moi et pour toutes les personnes qui vous ont entendu aujourd'hui, le SEMA aussi et l'AMH, une très grande joie de vous avoir avec nous. J'espère qu'on pourra continuer à cheminer ensemble. Vous pouvez tous, si vous le souhaitez, c'était dans l'inscription aussi, en proposition à ce webinaire, vous inscrire pour cette déclaration du vivre ensemble en paix, c'est-à-dire qu'on puisse tous par notre voix, montrer quelle est notre détermination, ne serait-ce qu'au niveau humain et à défaut au niveau politique, de ce que l'on souhaite comme avenir pour nous tous. Tonika, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et à tous ceux qui m'ont supporté pendant cette heure. Et voilà la déclaration universelle. Voilà. On va la mettre, une question qui a été posée, est-ce qu'on pourra revoir ce webinaire? Bien évidemment. Et donc, vous pourrez aussi accéder directement à cette déclaration universelle du vivre ensemble en paix et la lire et la transmettre pour que tout le monde puisse s'en imprégner et aussi faire cette œuvre de médiation sans laquelle personne ne peut être tout à fait en paix. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. À bientôt, je l'espère. Oui, et très bonne été à vous tous. Et on se retrouvera en septembre pour un prochain webinaire, sans doute sur la Grèce ancienne, mais on va encore préciser un petit peu les choses. Toujours dans cet esprit de la médiation et avec beaucoup de joie. Merci, Cheikh Bentounès, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup et merci à tous. Et très bon été. Merci.